Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir virtuellement à Toulouse. Divers événements se sont produits avant que nous nous retrouvions ici à la Bourse du Travail, avec vous en visio. Tout d'abord, c'était déjà dit, nous avons dû trouver rapidement une nouvelle salle et la CGT nous a très amicalement accueillis. Ensuite, il y a votre état de santé qui est fragile et vous nous en avez fait part. Nous avons espéré jusqu'au dernier moment que vous pourriez venir à Toulouse, mais quand il a été évident que vous ne le pourriez pas, la décision a été prise mercredi de basculer en visio. Et nous avons informé le public jeudi et vendredi. En tout cas, nous vous remercions infiniment pour avoir accepté de prendre de votre temps et de votre énergie pour débattre cet après-midi avec nous. Alors, je ne vais pas vous présenter longuement. Selon vous êtes né juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, à Linz, en Autriche, où vous avez passé les 2 premières années de votre vie dans un camp de réfugiés juifs polonais, avant que vos parents partent en 1948 en Palestine. En 1967, vous avez participé à la guerre des 6 jours comme simple soldat. Il est clair que vous n'avez pas apprécié cette expérience. En 1975, vous êtes venu en France pour poursuivre vos études à l'école des hautes études en sciences sociales, où vous avez soutenu une maîtrise sur Jean Jaurès et une thèse sur Georges Sorel, rédigée et soutenue en français. De retour en Israël, vous êtes devenu professeur d'histoire à l'université de Tel Aviv et vous êtes aujourd'hui professeur émérite. Vous êtes un concitoyen puisque vous avez acquis la nationalité française en 2022. Donc vous êtes un israélo-français ou un franco-israélien, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, vous faites partie du courant des nouveaux historiens israéliens qui revisitent actuellement l'histoire d'Israël. Le livre qui vous a fait connaître et qui a suscité de vifs débats s'intitule « Comment le peuple juif a été inventé ». Mais c'est votre dernier livre, « Deux peuples pour un État », relire l'histoire du sionisme qui nous a invités, qui nous a poussés à vous inviter. Dans ce livre, en historien, vous explorez la frange du mouvement sioniste qui, comme la philosophe Hannah Arendt ou comme Léon Magne, qui a été le premier recteur ou chancelier de l'université hébraïque de Jérusalem, n'ont jamais cru au slogan colonialiste « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre », qui se préoccupaient du sort des populations arabes et qui se prononcèrent pour la création d'un État binational. Avant de vous laisser la parole, Shlomo Sand, je voudrais dire à toutes les personnes ici présentes dans la salle que vous êtes notre invité. Cela veut dire qu'on ne vous interrompt pas pendant toute la période de votre présentation. Nous sommes conscients des passions légitimes qui entourent le conflit israélo-palestinien, mais nous vous écouterons pendant les 45-50 minutes de votre présentation. On ne vous interrompt pas, même si on en a très envie. Hein? Et de toute façon, si vous avez des choses à dire, des questions à poser, eh bien, il y aura largement la place pour le débat. Au GREP, nous accordons énormément d'importance au débat, puisque c'est la base de la démocratie, et notre devise est réfléchir ensemble. Donc, comme dans toutes nos conférences, il y aura un temps de débat d'au moins 1 heure. Donc, vous aurez le temps de poser des questions, le temps pour son centre de répondre, sans problème. Donc, Shlomo, vous avez carte blanche pour 45-50 minutes
de présentation, à la suite de quoi la salle aura la parole. Je vous remercie. Bon, je vais commencer. Oui, vous pouvez me voir, hein? Oui? Bon, et je vous remercie beaucoup de m'inviter à Toulouse. Et après- à l'époque que j'ai préparé un mémoire sur Jean Jaurès, j'ai connu la première fois Toulouse. D'ailleurs, les mémoires étaient sur Jean Jaurès et la question nationale avec Madeleine Reberiou. Bon, à toute façon, plus tard, je suis devenu plus en plus historien de l'histoire d'Israël et du sionisme. Et même que la plupart des gens à l'Université de Tel Aviv ont préféré que je continue à travailler sur l'histoire française. Donc, commencé à m'occuper plus en plus d'histoire juive et histoire sioniste en écrivant le livre Comment on a inventé les peuples juifs. Il y a 2 ans, j'ai publié en hébreu parce que tous mes livres sont parus avant en hébreu. Donc, j'ai publié 7 livres que vous pouvez voir le titre. C'est justement 7 livres en hébreu. D'ailleurs, 7 mois, c'était publié aussi en anglais sous un autre titre. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'inviter à Toulouse. Et je regrette que je ne pourrais pas venir physiquement. Vous savez, on arrive à 78 ans et avec d'opérations, etc. Donc, je refusais. Je n'ai pas eu le choix ni d'aller à Shanghai et ni de venir à Toulouse. Vraiment, je m'excuse. Je m'excuse aussi pour toutes les fautes que je vais commettre en français parce que jamais je n'appris pas sérieusement la langue française. Voilà. Et si vous ne me comprenez pas, à cause de cette mauvaise concept, vous pouvez m'arrêter. Je vais me corriger. Bon, cet livre était publié il y a 2 ans en hébreu, il y a 1 an et demi, je crois, en français et 7 mois en anglais. Et pourquoi un État? D'où vient cette idée? À partir de 68, quelques mois après que je suis revenu de la guerre de 67 comme soldat, j'ai commencé de manifester contre l'occupation de 67 de la guerre et pour un État palestinien. C'était ma position plus de 50 ans. 2 États pour 2 peuples. C'est-à-dire, je voulais que les Palestiniens reconnaissent l'existence des peuples israéliens, pas peuple juif, peuple israélien, avec une langue, une culture, etc., et que les Israéliens reconnaissent un peuple palestinien. Les principes le plus important comme anticolonialiste était l'autodétermination, c'est-à-dire chaque peuple a droit d'autodétermination nationale. Ça m'a suivi un demi-siècle, sa pensée, cette pensée d'autodétermination. Dans le cadre général de l'anticolonialisme, c'était un principe majeur. Mais je dois admettre que les dernières années, plus en plus, je pensais, avec tous ces événements qui sont arrivés dans le monde post-colonial, que les droits des civiques, oui, les droits de l'homme, les droits civiques, les droits de pluralisme et libéralisme politique ne sont pas moins importants que les droits d'autodétermination. On ne peut pas lutter pour le droit d'autodétermination sans réfléchir sur les droits de l'homme et voir qu'est-ce qui se passe dans le monde postcolonial. Donc, plus en plus, j'ai réfléchi sur le fait qu'il faut vraiment entrer, écrire, comprendre le fait que les Palestiniens occupés par Israël à partir de 67 n'ont pas ni aucun droit
civiques, juridiques, etc. Ils ont le droit de venir en Israël, travailler. Ça n'est qu'un droit social. Et plus en plus, je pensais que parallèlement à la droit d'autodétermination, ce n'est pas moins important de lutter pour le droit politique, juridique, civique des Palestiniens. Tout ça m'a poussé plus en plus à réfléchir. Est-ce que l'idée d'un État et deux États, surtout si on regarde les cartes et on voit en quoi il s'agit? Bon, dans l'imaginaire de beaucoup de gauches sionistes, c'était un petit État comme Bantoustan en Sud-Afrique. Vous savez qu'est-ce que c'est le Bantoustan? Oui, c'était l'État dans l'État d'apartheid en Sud-Afrique. On appelle les États noirs Bantoustan. Plus en plus, j'ai compris que l'idée centrale de ceux qui réclament deux États, c'est de créer un petit État palestinien de Bantoustan. Vous savez, sans vraiment une droite des libertés nationales. Parallèlement, en regardant, d'ailleurs, j'ai envoyé une carte démographique à celui qui organisait cette soirée. Je ne sais pas s'il peut projeter cette carte démographique ce soir pour voir la population palestinienne, la population israélienne entre la rivière et la mer. En regardant ces cartes, j'ai vu que c'est tellement intégré que c'est quelque chose pas réel, deux États. Ce n'est pas réaliste. Vous savez, par exemple, les Galilées, c'est le nord des pays d'Israël, l'État d'Israël. Oui, tout le nord, ça s'appelle Galilée. Les majorités en Galilée, c'est des Arabes israéliens, c'est-à-dire des Israéliens d'origine palestinienne. Et dans les territoires occupés, il y a 2 ans, j'ai vu le chiffre de 850 000 Israéliens comme colons qui s'est installé en Cisjordanie. Quand ils réclamaient deux États, est devenu pour moi plus en plus absurde. Vraiment, je ne savais pas quoi penser politiquement. Donc, je me lançais sur une recherche historique. Vous savez, je suis historien. Je n'écris pas des pamphlets politiques. J'essaie d'écrire livres d'une histoire. Donc, j'ai commencé à me lancer dans les longs discours sionistes et j'ai découvert que les gens les plus importants qui ont vécu là-bas dans cette terre de Palestine, et je parle sur les juifs sionistes, si vous voulez. Vous savez, nous avons l'habitude d'utiliser les mots juifs trop vite. Vous savez, il y a plein en France qui se réclament du judaïsme, des judités, etc. Je n'ai jamais compris vraiment en quoi il s'agit. Pour être clair, je suis israélien d'origine juive. C'est un fait. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas à la tradition juive, et je ne crois pas qu'il y avait pendant 2000 ans un peuple juif, et je ne crois pas que la judaïté, c'est quelque chose essentialiste, qui est dans le sang ou dans les gènes, comme les nazis ont pensé, et beaucoup de sionistes croient jusqu'à aujourd'hui. Je crois que le judaïsme dans l'histoire était une religion très importante à mon avis, oui. Et je suis d'origine juive, mais en quoi je suis juif? Bon, on n'entre pas des détails, c'est-à-dire ce n'est pas seulement les juifs qui sont coupés, vous savez, euh, les musulmans aussi. Donc ce n'est pas le fait que j'ai été, comment dire, à 8 jours, j'ai été euh, opéré. Ça ne veut dire pas que je suis devenu juif. De toute façon, je réclame d'être un Israélien d'origine juive. Parallèlement à ça, j'essaie à comprendre pourquoi cet État d'Israël se réclame d'être un État juif. Vous savez qu'en Israël, dans la frontière de 67,
il y avait déjà 21% des gens d'origine arabe. Donc, parler sur Israël comme État juif a commencé à être inabsurde pour moi. C'est comme la France aurait déclaré qu'elle est État catholique. Heureusement, la France appartient à tous ses citoyens, en principe, oui, tous ces citoyens français. Vous êtes d'accord, non? En principe, même pour Macron, tous les citoyens français sont les propriétaires de cet État. En Israël, ce n'est pas comme ça. Un État juif n'appartient pas à tous les citoyens israéliens. Il appartient à quoi? Au peuple juif. Ça veut dire, cet État appartient à Ellen Finkielkraut, vous connaissez bien le nom, ou plutôt, bon, Lévy, beaucoup plus, oui, qui est à mes collègues à l'université de Tel Aviv qui sont d'origine arabe et citoyens israéliens. Mais l'État, c'est un État juif, pas un État israélien. Donc vous comprenez que toutes les déclarations qu'Israël est un État démocratique sont fausses. Dès 1948, Israël n'était pas un État démocratique. On peut dire, oui, il y avait beaucoup de libéralisme politique. Le fait que j'étais professeur à l'université de Tel Aviv montre qu'il y avait un libéralisme, une certaine tolérance dans cet État. Mais démocratie, non, je ne crois pas qu'Israël était ou est un État démocratique parce qu'il n'appartient pas, comme toutes les démocraties du monde, démocratie libérale ou démocratie autoritaire, si vous voulez, mais toutes les démocraties appartiennent à tous les citoyens qui sont sous la souveraineté de cet État. Vous êtes d'accord, non? Israël, c'est un cas à part. Comme je vous avais dit, Israël appartient à Ben Levi, beaucoup plus à mes amis arabes à l'université de Tel Aviv. C'est la raison que j'ai développé plus en plus mes positions anti-sionistes. Et à certain moment, je suis, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi, commencé à réfléchir, est-ce qu'un État juif exclusif peut exister en Proche-Orient? J'ai réclamé toujours reconnaître l'autodénomination des peuples israéliens qui vivent en Proche-Orient. J'ai réclamé, j'ai exigé de mes amis palestiniens de reconnaître l'autodénomination des peuples israéliens. Et il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça, je réfléchis que ce n'est pas vraiment réaliste de continuer à réclamer 2 États, surtout si on regarde la démographie entre la mer et le Jourdain. Donc j'hésitais beaucoup, surtout que, par exemple, les gauches sionistes insistent, même qu'il est devenu vraiment quelque chose de marginal, les gauches sionistes, et ils ont réclamé toujours 2 États, et les partis communistes aussi, le Parti communiste israélien qui est composé en majorité des membres d'origine arabe, aussi, jusqu'à maintenant, réclament 2 États. Mais j'ai regardé les cartes, j'ai regardé les cartes démographiques et je suis arrivé à la pensée que c'est une illusion. C'est faux. On ne pourrait pas arracher 900 000 colons dans la Cisjordanie et on ne peut pas non plus continuer à traiter les Arabes israéliens comme une corps extérieure. Tout ça m'a poussé de chercher dans la longue histoire de la pensée sioniste des positions différentes qui ont réclamé un État binational. Et j'étais vraiment, ce livre qui était découvert pour moi. Comme je n'étais pas jamais sioniste, je n'ai pas cherché dans la pensée sioniste de solutions pour les conflits au Proche-Orient. Mais j'ai découvert que les plus grands intellectuels sionistes, pacifistes de gauche, ont réclamé un État binational. Et je commence avec Ahad Ha'am, qui était le fondateur du sionisme spirituel, pas moins importante que Theodor Herzl dans la longue tradition sioniste, qui dit, si on arrive au Proche-Orient,
Oui, il faut vivre avec les indigènes. Il faut vivre avec ceux qui habitent en Palestine. Chadaam, le fondateur du sionisme, si vous voulez, spirituel, a eu une position binationale. J'ai continué et j'ai découvert que Gershon Scholem, par exemple, un grand historien aussi, avec tous les groupes qui s'appellent Alliance de paix, avec les intellectuels les plus marquants de cette époque, dans l'année 20, étaient pour un État binational, à cause de deux raisons. Première raison, morale. On arrive à une terre que la majorité écrasante, plus d'un million, sont des paysans arabes. Réclamer un État juif comme la majorité écrasante est des paysans arabes n'est pas possible. Gershon Scholem et après Martin Buber, le plus grand philosophe, si vous voulez, juif du XXe siècle. Ce n'est pas Lévinas, c'est Martin Buber, excusez-moi. Et Martin Buber, le grand philosophe, a dit, la seule chose morale, éthique, sera de créer un État binational. Maintenant, l'homme le plus admirable à mes yeux, avant 48, était Magnès, le fondateur de l'Université de Jérusalem. Vraiment un homme incroyable. D'ailleurs, peut-être je dois ajouter que la plupart des grands philosophes et intellectuels et sionistes qui sont venus vivre en Palestine et qui ont réclamé un État binational étaient des croyants. Aujourd'hui, dire ça, c'est un peu bizarre. Parce que nous vivons, je ouvre de parenthèse, nous vivons aujourd'hui à une époque que la symbiose entre religion et nationalisme est en sommet. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas seulement en Israël, ce n'est pas seulement, malheureusement, chez les Palestiniens. Je crois qu'une grande partie des tiers-mondes, les choses qu'on appelle autrefois tiers-monde, sont poussées plus en plus vers la direction de symbiose entre nationalisme et religion. Et je crois que c'est pire par rapport à la symbiose auparavant entre socialisme et nationalisme. Mais je peux expliquer pourquoi, à mon avis, je vais dire ça comme un ancien sorélien. Et je crois que ce sera clair. Vous m'attendez bien? Oui, parce que vous n'intervenez pas, vous ne disiez rien de tout, donc je crains que vous ne me compreniez pas. Bon, de toute façon, nous vivons à une époque, Oui. malheureusement, que les mythes du futur sont en recul, et à ce moment-là, les mythes du passé se renforcent. C'est un peu abstrait, je sais, mais je peux expliquer ça plus tard. Et c'est la raison de ces symbioses terribles chez les Palestiniens aujourd'hui, mais chez les Arabes, en Inde aussi, en Afghanistan aussi, en Algérie aussi, cette symbiose entre nationalisme et religion. Pour revenir, la plupart des penseurs qui ont pensé qu'il faut vivre avec les Arabes locaux en Palestine étaient des gens religieux. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, je continuais et je suis arrivé à la fin de mes recherches à Hannah Arendt. Vous avez entendu le nom de cette dame. Elle était pour un État binational dans un Proche-Orient multinational. Vous ne m'attendez pas? On vous entend très bien. C'est ça que je voulais. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui, On vous entend très bien. Tout va bien. Allez-y. ok, je continue. Donc, Hannah Arendt, elle était pour une fédération de toutes les Proche-Orient sous une sorte de binationalité et de multinationalité. Hannah Arendt, qui se rapprochait à Magnès, le fondateur de l'Université de Jérusalem, a dit à 48, si
on va créer un État juif exclusif et pas une sorte de binationalité avec les indigènes, chaque 10 ans, il y aura une guerre. C'est ça qu'il dit à 48. Elle ne s'est pas trompée beaucoup. Vous savez, ce n'est pas exactement chaque 10 ans, c'est parfois 8 ans, parfois c'est 12 ans. À toute façon, à partir de 48, l'existence d'États exclusifs qui nient les droits des indigènes, pas seulement de l'autodétermination, les droits civiques, les droits juridiques. Et, si vous voulez, j'ai commencé à comprendre que même si j'étais non-sioniste, anti-sioniste, très gentil, ami des Palestiniens, je suis dans un grand mensonge. Et surtout, face à mes amis palestino-israéliens. Ça veut dire, je suis israélien d'origine juive, et il y a des Israéliens d'origine différente. Vous savez, les Arabes, et beaucoup, presque demi-million de... C'est anecdote. Vous savez, beaucoup des immigrés qui sont venus de l'Union soviétique et de Russie, leur mère n'était pas juive. Et si votre mère n'est pas juive, vous n'êtes pas juif. Est-ce que vous connaissez ça? Donc, les deux assistants que j'ai eus à l'université d'origine russe n'étaient pas inscrits dans le ministère de l'Intérieur comme juifs. Et leurs enfants aussi ne sont pas inscrits comme juifs. Vous comprenez ça? L'absurdité? C'est-à-dire, ils parlent hébreu, ils rédigent en hébreu. Ils ont des enfants en Israël, mais dans le carte d'identité, ce n'écrit pas juif parce que leur mère n'est pas juive, seulement leur père. Et si votre père est juif et votre mère n'est pas juive, vous n'êtes pas considéré comme juif. Est-ce que vous savez ça ou non? Oui, vous savez. Bon, j'imagine qu'il y a des gens d'origine juive dans la salle, peut-être. Bon, de toute façon, je vais continuer. Donc, plus en plus, j'étais poussé de chercher les conditions d'une possibilité d'un État binational comme projet politique. Mais comme je ne suis pas naïf, j'espère, donc je me doutais beaucoup. Laisser tomber les solutions de deux États était difficile. Surtout que j'étais proche un peu, le Parti communiste, tous les cercles de gauche qui ont réclamé deux États. Donc j'hésitais beaucoup, j'ai eu peur de moi-même. Donc, je ne suis pas contre une solution de deux États, même si je pensais que c'est une chimère. Mais parallèlement, j'ai publié ce livre pour montrer qu'en fin de compte, on ne peut pas vraiment faire deux États en Proche-Orient pour régler le conflit. Il faut pousser plus en avant. Maintenant, une petite anecdote. Dans le fond du livre, qui est assez pessimiste, pas très optimiste, et que je dis que la solution, la vraie solution sera un État binational, pas un État démocratique, un homme, une voix, État binational avec des expressions de chaque composant de ses propres identités nationales. Je n'ai pas, comme je n'ai pas une tendance d'être utopique ni trop optimiste, je mets en doute si c'est possible bientôt. C'est-à-dire, comme j'ai écrit le livre il y a 2 ans. Et comme les... Et à la fin, je dis que peut-être on va arriver à cette solution d'un État pour deux peuples après une catastrophe. Il y a 2 ans que j'ai écrit ça. Et pourquoi? Je donne des exemples les livres de Theodor Herzl, le fondateur de l'idée sioniste. Ce n'est pas lui qui a créé un État juif à 48. Ce n'est qu'à grâce à lui ou à cause de lui. Entre Herzl, à la fin du 19e siècle,
et l'État israélien en 1948, il y a un événement plus important qui a conditionné la création de l'État d'Israël. Et c'est le Shoah. C'est seulement la catastrophe de Shoah qui a réuni toutes les conditions d'une reconnaissance de l'État israélien à 1948. Et donc, à la fin de mon livre, je dis que probablement, ce n'est pas seulement les livres, mais c'est des catastrophes qui créent une situation historique différente. D'ailleurs, je voulais insister une chose très importante que vous connaissez, mais pour souligner. Il y a des États binationaux ou multinationaux comme en Belgique, comme en Suisse, comme au Canada, comme en Grande-Bretagne et même en Espagne. Vous êtes d'accord? Vous savez quelle haine était entre Écossais et Anglais en Grande-Bretagne? Quelle haine était entre Flamands et Wallons en Belgique? Quelle haine était en Irlande du Nord entre catholiques et protestants? Vous êtes jeune, mais vous savez comment les Basques, qu'est-ce qu'ils ont fait contre les Castelliens? Quelles bombes ils ont mis? Et je peux continuer. Ah, les Suisses, les Suisses. Toujours, j'aime beaucoup l'exemple de la Suisse. Même que vous, comme Français, vous méprisez un peu ce petit peuple, la Suisse. Vous savez que jusqu'en 1848, les pays les plus violents en Europe étaient la Suisse. Les Catons ont tué les autres. Les francophones ont aussi liquidé les germanophones. La haine était terrible jusqu'à 48, oui, 1848. La haine était terrible. Et à la fin, ils ont créé une confédération. Et ils vivent en confédération jusqu'à aujourd'hui. Ça ne veut dire pas qu'ils ont commencé à aimer les unes et les autres. Et que les Écossais n'aiment pas beaucoup les Anglais jusqu'à aujourd'hui, pour ne pas parler sur les Flamands et les Wallons. Ben, de toute façon, tous les conflits de ces groupes linguistico-nationaux sont terminés l'histoire, en histoire. Et c'est à la fin des livres, je dis, que probablement on a besoin encore plus de catastrophes en Proche-Orient pour arriver à ça. L'éditeur anglais, avant de publier ce livre, m'a envoyé une lettre me disant de faire la fin un peu plus optimiste, ne pas souligner tellement fort les catastrophes. Je termine mal les livres, il m'a dit. Change un peu, donne un espoir. C'était en septembre 23. Après le 7 octobre, une semaine après, je reçois une lettre de cet Anglais. Il me dit, bon, ce n'est pas important, vous pouvez ne pas changer la fin. Je l'ai mis dans cette histoire dans les livres. Et le livre est paru sans cet optimisme qu'il a exigé de moi. Et le 7 octobre est arrivé. Vous savez, j'étais en choc. J'ai passé à Gaza quand j'étais soldat il y a longtemps, avant que vous êtes né. Et j'étais soldat, et donc j'ai passé par deux fois, une fois comme soldat et une fois invité comme professeur. D'ailleurs, je me souviens la première fois passé à Gaza, dans la ville, comme soldat à 73, j'étais, je pensais que quelque chose est bizarre. J'ai regardé les bâtiments tout autour sur la route et ça me rappelait quelque chose. Au début, je n'ai pas compris. Mais ici, j'ajoute un détail autobiographique. En arrivant en Israël comme bébé à 2 ans, j'ai vécu pendant 18 ans
et 16 ans, pardon, 16 ans à Jaffa, dans un appartement qu'un Arabe a quitté à 48, une famille arabe, un appartement d'une pièce, peu importe. J'ai vécu 16 ans. Et comme j'ai été à Gaza la première fois, j'ai vu les mêmes bâtiments. Je n'ai pas réfléchi trop pour comprendre que ceux qui ont bâti la maison que j'ai grandi étaient les mêmes gens qui ont bâti les maisons à Gaza. Est-ce que vous comprenez? 7 octobre arrive. Je suis en choc. C'est longtemps que je critiquais Frantz Fanon et même et Sartre pour leur éloge à la violence des opprimés. C'est longtemps que je pensais que même les violences des opprimés sont négatives, pas seulement pour l'oppresseur, mais aussi pour l'opprimé. Est-ce que vous me comprenez ou que je suis trop abstrait? J'ai Non, développé une critique de Frantz Fanon. Je n'ai pas accepté l'idée que les violences purifiaient l'opprimé, et ni de Sartre d'ailleurs. Je pensais toujours, parce que je me confrontais à la violence, que la violence toujours est négative, même les violences des opprimés. Et ceux qui ont éclaté à 7 octobre étaient des opprimés dans une sorte de ghetto à Gaza. Oui, c'est vrai que l'armée israélienne a quitté les bandes de Gaza à 2024-25, mais c'était entouré comme un ghetto. Mais je ne justifie pas, oui, cette violence, cette cruauté de 7 octobre. J'étais vraiment bouleversé et je ne savais pas quoi penser. Et je condamnais cet acte de 7 octobre et je me demandais pourquoi cette cruauté, de où vient cette haine. J'ai connu auparavant des Palestiniens en Israël, dans le territoire occupé, mais je me demandais de où vient cette haine. Et on n'a pas parlé assez sur ça. J'ai regardé les itinéraires, les biographies de toutes les leaderships de Hamas, de Sheikh Yassine jusqu'à Sinwar, Mohammed Def, Ismail Haniyeh, vous connaissez les noms? C'est les têtes de Hamas. J'ai regardé et j'ai vu que les biographies de tous ces gens, et si vous voulez, dans les Wikipédia, je crois, même en français, des Wikipédia, vous pouvez voir les biographies de ces gens de Hamas, de Cheikh Yassine. Cheikh Yassine était né à un village avant 48, il avait 5 ans à 48, à 49. Cheikh Yassine, qui a fondé le Hamas, était né dans un village qui a été détruit par Israël. Et aujourd'hui, ça s'appelle Ashkelon. C'est une ville au sud d'Israël. Sa famille a fui à Gaza et a vécu dans les camps de réfugiés. J'ai pu continuer avec Ismail Haniyeh, Mohammed Def, les Sinois. Ils n'étaient pas les trois. Ils étaient trop jeunes pour naître dans le territoire qui est devenu Israël. Mais tous sont des familles de réfugiés, de Jaffa jusqu'à Ashkelon. Sans exception. Si dans les... C'est très intéressant. Si ça vous intéresse ce sujet ou non? Oui, ça va? Si dans le Fatah, de OLP, vous trouvez des gens qui sont des enfants de réfugiés de 48, il y a des autres qui ne sont pas des enfants, comme Arafat. Arafat n'était pas un enfant de réfugié. Dans le Front populaire, qui était laïque et marxisant, tous aussi étaient des enfants de réfugiés. Toutes les leaderships
de Hamas sont des enfants de réfugiés. Ils ont grandi dans les camps de réfugiés à Gaza, avec toute l'histoire et les mémoires de leur famille. Et la plupart, c'est aussi de toute cette, vous savez, cette terre qui a entouré Gaza. En 1956, les Gazois ont attrapé un soldat israélien. 1956, les Gazois ont attrapé un soldat israélien et l'ont assassiné sauvagement. Sur le tombe, Moshe Dayan, vous connaissez le nom, l'ex-ministre de la guerre israélien. À cette époque, il était le chef d'état-major de l'armée israélienne. Sur le tombe de ce soldat, face à Gaza, 1956, il a dit, pourquoi vous êtes étonnés que les Gazois ont assassiné ce soldat? Nous sommes ici devant les yeux. Nous habitons leur maison. Nous travaillons leur terre. Et vous êtes étonnés qu'il nous haït? Moshe Dayan 56, vous pouvez trouver ça aussi, je crois, dans le Wikipédia, les propos exacts de Moshe Dayan. Il ne faut pas être étonné. Déjà, à 56, il a compris. Et comme il était cruel, Moshe Dayan, il a dit, oui, on a pris leur terre, on a pris leur maison, et il faut continuer parce qu'on n'a pas le choix. Il faut continuer à être dur, à cuire. Ça, Moshe Dayan 56. Donc, 10 jours après le 7 octobre, j'ai écrit un article. J'ai eu l'habitude d'écrire des articles pour Haaretz, le journal libéral israélien comme Le Monde français. Et ils ont refusé de publier mon article la première fois. Après plusieurs années que je publiais chaque mois un article. Ils ont refusé de publier cet article que j'ai dit, que je ne justifie pas du tout le 7 octobre. C'est une violence terrible qu'il faut condamner. Mais cette haine a d'origine. Et l'origine n'est pas 67 comme Shlomo Sand de toute la gauche antisioniste a pensé autrefois. Ce n'est pas 67, c'est 48. Et 148, pas seulement comme mémoire, mais comme événement historique qui existe, qui vit avec nous. En quoi? Il s'agit de quoi? À 48, comme l'ONU a déclaré des solutions de deux États, d'ailleurs, je voulais vous mentionner, c'est très important. À 47, pardon, à 47, comme les déclarations de l'ONU étaient, pour deux États, je voudrais souligner que dans la décision de l'ONU pour deux États, État juif et État arabe, dans l'État juif qui a dû être créé, il y avait 45% des Arabes. La division de l'ONU à 48 était malhonnête. C'est-à-dire, s'il n'y aura pas la guerre de 48, il y avait déjà longtemps un État binational officiel. Vous comprenez? 45% de la population inclus dans l'État qui va devenir juif étaient des Arabes. Et 10% étaient dans l'État arabe. C'est-à-dire cette décision de l'ONU. D'ailleurs, si c'était le contraire, aucun leader sioniste n'aurait pas supporté la décision de l'ONU. Je répète, vous pouvez ouvrir et voir ça partout. Aujourd'hui, il y a 10 ans, je ne savais pas ça. Je ne savais pas que la décision de l'ONU de 48 était malhonnête face aux Arabes locaux. 45 des Arabes en Palestine a dû vivre dans un État juif.
après la décision de 47, d'ailleurs, que l'Union soviétique a soutenu. Et tous les États dits socialistes ont soutenu les décisions. Gromyko a voté pour cette décision. 45% des Arabes donnent un État juif. D'ailleurs, peut-être je vais ajouter quelque chose parce que je crois que dans la salle, il y a des gens membres du Parti communiste ou anciens membres du Parti communiste, non? Probablement. Il y a probablement. Dernièrement, j'ai découvert aussi qu'à la fin décembre 48, comme l'ONU a pris une décision de reconnaître les droits des réfugiés de retourner chez eux, décembre 48, une décision de l'ONU de reconnaître les droits des Arabes de Palestine de retourner chez eux, l'Union soviétique, avec tous les supporters, la Roumanie, la Pologne, l'Hongrie, la Tchécoslovaquie, ont voté contre les droits de retour des Palestiniens. Est-ce que quelqu'un dans la salle savait ça? Pardon? L'Union soviétique a voté contre le droit de retour décembre 48. D'ailleurs, si vous voulez un peu d'anecdote, dernièrement, comme historien, je me demandais pourquoi l'Union soviétique a soutenu un État juif à 47 et voté contre le droit de retour des Palestiniens en 48. Toujours, je savais, c'est à cause qu'ils ont cru qu'Israël va devenir un État anti-impérialiste. J'étais sûr que c'était la raison de Staline. Seulement dernièrement, j'ai compris que c'est plus compliqué. Et je me demandais pourquoi ma famille, mes parents et ma sœur et moi, nous sommes venus à 48 en Israël. On était dans les camps en Allemagne, camps de réfugiés. Et mon père, qui était communiste, pourquoi il n'a pas retourné en Pologne? Plutôt, pourquoi il ne s'est pas arrêté en Pologne avant de venir en Allemagne dans un camp de réfugiés? Est-ce que vous ne savez pas ça? Je n'ai pas compris ça jusqu'à maintenant. L'Union soviétique ne voulait pas que ces réfugiés retournent dans le pays de l'Est. Vous comprenez? Ouais. C'est la première raison que Staline a soutenu un État juif à 47. En place de revenir en Lodz, l'origine de mes parents, nous sommes venus en Palestine. En avant. Donc, j'ai encore du temps? Oui? Bon, j'ai compris. Ce conflit n'est pas 67, ce n'est pas le territoire occupé. 148, réflexion sur 48. Les résultats de 48, jamais il n'y aura pas un compromis historique en Proche-Orient. Tant qu'il y a tellement de gens qui vivent dans les camps de réfugiés, sans solution, sans avenir, et encore avec beaucoup de fantaisie sur les propres maisons. Vous savez, après 67, comme ils ont commencé à travailler comme main-d'œuvre en Israël, ils ont vu les maisons qu'ils étaient nés ou que les parents ont vécues. Ils ne sont pas devenus français d'origine palestinienne. Ils ont resté réfugiés pendant 56 ans, vous comprenez ça? Dans les camps de réfugiés. De là est la haine. J'ai compris, ce n'est pas 67, c'est 48. Et je dois me confronter à 48 pour comprendre où je vis. Et c'est me rapprocher, je me confirmer que je n'ai pas eu tort de, même que la haine a grandi à partir de 7 octobre, je n'ai pas eu tort d'écrire ce livre. Parce que dans l'étape nationale, on pourrait réfléchir plus sérieusement sur un compromis sur le droit de retour des Palestiniens.
Est-ce que vous comprenez ça? Ouais. Dans deux États, il n'y a pas aucune possibilité de compromis historique sur le droit de retour. Les Israéliens ne vont pas accepter pour le moment. Mais je ne crois pas que des Palestiniens honnêtes vont oublier 48. Oui, s'ils ont reçu des nationalités étrangères, s'ils auront vécu à Paris, peut-être, mais pas comme des gens qui habitent dans les camps de réfugiés en Cisjordanie, en Jordanie, en Syrie, en Liban du Sud, ou à Gaza. C'est la raison que j'ai décidé que ce livre n'est pas inutile, parce qu'il n'y aura pas une solution sans un compromis historique sur le droit de retour des Palestiniens vers leur ancienne maison. Sans penser que Palestine entière appartient à deux peuples aujourd'hui. Voilà. Vous avez compris? Oh, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Merci. Tu peux lever la main. Bonsoir. Euh, Bonsoir. Et je suis ravie de vous entendre en direct. Je vous suis régulièrement sur YouTube et j'ai lu pas mal de vos. Alors, votre proposition ou votre projet d'un État binational, c'est formidable. Et quand on connaît la nature de l'être humain, et c'est révélé par l'expérience de l'Afrique du Sud. Je suis allée en juin 2024 et j'ai vu que l'apartheid en Afrique du Sud a disparu des textes, certes, mais la réalité reste la même. Les Noirs restent des pauvres, ceux qui font le travail dur, les Blancs, on les voit jouer au golf, prendre du plaisir. C'est cette expérience aussi qui, 30 ans après, on est au même stade, en Afrique du Sud, et si bien que l'ANC a perdu les élections en juin. Et le deuxième point, vous dites que ce n'est pas possible de déplacer aujourd'hui les 800 ou 900 colons qui se trouvent en Cisjordanie et qu'avec un État binational, ça donnerait le droit aux Palestiniens d'un retour à leur terre. Comment est-ce que ça sera possible? Merci. Si vous pouvez répéter la dernière phrase, comment c'est possible, quoi? La dernière question, c'est un État binational permettrait le retour des Palestiniens à leur terre, alors qu'en même temps, vous reconnaissez qu'on ne peut pas déplacer les 800 ou 900 colons, par exemple, qui se trouvent en Cisjordanie. Je vais répondre à propos de ça. Je suis plus, après 7 octobre, je suis beaucoup plus pour une recherche sur une solution de réfugiés et les droits de retour. Je crois que mon rêve est que les Palestiniens auront les droits de retour sur des terres qui n'est pas occupées directement par les Israéliens aujourd'hui. Il y a beaucoup de terres en Galilée qu'on ne trouve pas de Juifs pour les travailler. Vous savez ça? Il y a une malaise qu'il n'y a pas assez de manœuvres pour travailler dans la terre de Galilée. Donc, dans ma vision, sur un compromis historique, après ma mort d'ailleurs, c'est sûr, j'ai 78 ans. Dans le compromis historique, non, je ne suis pas pour arracher qu'une Israélienne de sa maison. Mais je crois qu'une partie des Palestiniens pourrait trouver certaines terres en Israël. Il y a 2,5 millions de Palestiniens qui vivent à Gaza, dans un espace vraiment serré. Donc, je suis pour un retour réel,
sans arracher qu'un citoyen israélien. Vous savez, par exemple, les Negev, vous savez, le sud des pays qui est désertique, oui, personne n'a pas parlé en Israël, peut-être, de faire venir pour une solution une partie des Palestiniens en Gaza qui vit dans les camps des réfugiés pour les installer de nouveaux villes et de nouveaux villages. Israël est très avancé pour apporter de l'eau partout. Vous savez ça, non? On est des génies pour apporter de l'eau et changer la terre. Donc, je dis que les principes, à mon avis, peut-être que j'ai tort, à chaque terre qui n'est pas travaillée par les Israéliens, d'origine juive d'ailleurs, peut être, dans un compromis historique, être accordé aux enfants de réfugiés qui vivent dans les camps à Gaza ou en Cisjordanie. Au Sud-Liban, au Sud-Liban aussi, il y a des réfugiés qui vivent dans la merde. Donc, c'est pénible, c'est presque, vous savez, surréaliste de dire ça. Mais j'ai rien à perdre, moi. Et je crois que les solutions doivent être plus radicales que je pensais apparemment avant le 7 octobre. La seule alternative, je trouve, aujourd'hui, pour ce bombardement de Gaza, cette tuerie à Gaza, cette crime de guerre à Gaza qu'Israël commis, c'est un grand compromis historique qui inclut aussi les problèmes des réfugiés. Voilà. D'autres questions? En fait, j'ai deux questions. La première, c'est que cette idée d'État binational, j'en avais déjà entendu parler et j'avais toujours pensé que c'était irréaliste. Mais après ce que vous venez de dire, j'ai un petit peu plus d'espoir pour cette solution. Et est-ce que vous pensez que cette solution a des chances de gagner un petit peu de terrain? Et ma deuxième question, c'est dans la définition de l'identité d'un enfant, sur son acte de civil de naissance, il y a marqué la nationalité. Donc, quelle est la nationalité que vous suggérez pour ce nouvel État? Voilà. Oui, d'accord. Je peux répondre? Oui. D'ailleurs, je n'ai pas comparé au Sud-Afrique parce qu'en Sud-Afrique, on n'a pas cherché une solution binationale. Vous savez, je donnais d'exemples des États binationaux. Maintenant, quand je parle sur Israël-Palestine comme État binational, je n'ai pas parlé sur un État démocratique, un homme, une voix, en négligeant les caractéristiques nationales, linguistiques de chaque communauté. Mais je suis Martin Buber, Hannah Arendt, Magnus, qui est un État binational, qui va partager les pouvoirs entre deux identités en gardant les deux identités nationales, comme ailleurs. Ce n'est pas un fastoche, comme vous disiez en français. Mais c'est la seule solution. Même que c'est radical, même que je ne vois pas demain que ça peut être réalisé avec cette haine atroce entre les deux communautés aujourd'hui. Mais je ne trouve pas une autre solution. Regardez qu'est-ce que Biden a proposé pour un État palestinien avec, regardez les cartes, avec les Saoudiens. Il veut se débarrasser sans liquider les Palestiniens. Non, c'est ridicule. Un État. D'ailleurs, la majorité des Palestiniens en Cisjordanie n'acceptent pas aujourd'hui ce compromis, qui Arafat est presque accepté. D'ailleurs, je ne suis pas contre. Si on peut trouver une solution avec deux États, tant mieux. Mais je ne crois pas. Parfois, les solutions plus radicales sont plus adaptées à la situation historique que les compromis qui amènent à rien. Mais voilà. Si Bibi Netanyahu va accepter deux États, je vais le soutenir. Mais je ne crois pas qu'Israël va accepter
un État vraiment indépendant palestinien avec les capitales El-Quds, vous savez, Jérusalem. Je ne crois pas que les pouvoirs actuels en Israël peuvent accepter ça. Mais une chose, j'ai compris après le 7 octobre, San el-Aqsa, le monde de temple, partagé, il n'y aura pas la paix. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de ce que souhaitent les Palestiniens, Attendez, je vous donne. qu'ils soient réfugiés en Cisjordanie, au Liban, qu'ils vivent en Cisjordanie? Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce que souhaitent les Palestiniens? Parce que tout le monde parle pour eux, mais on a, me semble-t-il, on manque peut-être de précision. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Question, c'est ce que pensent les Palestiniens actuellement en Cisjordanie. Les Palestiniens en Cisjordanie, les réfugiés, enfin, tous les Palestiniens, quelle idée ont-ils justement de l'avenir? Que souhaitent-ils? Vous savez, c'est très difficile à juger. Il y a des sondages. L'autorité palestinienne n'a pas une majorité aujourd'hui dans Cisjordanie, électoralement. Ils sont en minorité qui est soutenue par Israël et les États-Unis. Il n'y a pas, c'est-à-dire il n'y a pas d'élection en Cisjordanie parce que les autorités palestiniennes ne veulent pas une élection. Il n'a qu'une chance d'être réélu en Cisjordanie. Je ne sais pas si j'ai répondu la question. Mais la réalité est que les sondages montrent que l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas n'ont pas la majorité en Cisjordanie. Voilà. Je n'ai pas répondu, mais tant pis. Je vous ai écouté avec attention et espoir, mais la question qui me taraude est comment peut-on imaginer la possibilité d'un État binational alors que les Palestiniens sont traités d'animaux, qui sont affamés, assoiffés, génocidés, que Gaza est détruit, déchiqueté, martyrisé, avec 70% des tués qui sont des femmes et des enfants. Comment peut-on imaginer cela un seul instant, alors que les Palestiniens de Cisjordanie voient leurs terres confisquées, leurs troupeaux dispersés, qui sont empêchés de récolter leurs olives et de rejoindre leurs champs, qui sont agressés ou parfois tués par des colons suprématistes? Comment peut-on imaginer cela un seul instant, alors que les Palestiniens sont emprisonnés et torturés, que leurs maisons sont détruites, qui sont perdus, tous leurs biens, qu'ils ont vu mourir mari, femme, enfants, et parfois leur famille entière? Comment pourraient-ils vivre aux côtés de ceux qui les ont dépossédés, détruits, leur faisant subir les pires atrocités, ces tortionnaires au-dessus des lois? Ce monde dont vous parlez, c'est un monde utopiste ou c'est un monde utopiste où je voulais dire, je cherchais mes mots, où la Cour internationale de justice a un sens, qu'elle est écoutée, reconnue et respectée, de même que l'ONU. Donc, c'est peut-être un rêve. Oui, je voulais dire que vous savez que beaucoup en Israël rêvent d'un transfert des Palestiniens, de se débarrasser des Palestiniens, les pousser vers la Jordanie ou l'Égypte. C'est un ancien rêve du sionisme. Mais ça n'a pas marché jusqu'à maintenant et je ne crois pas
que ça peut marcher, c'est-à-dire un transfert. À Gaza aujourd'hui, l'autorité israélienne aurait rêvé de les pousser vers l'Égypte. Mais l'Égypte ne peut pas accepter, les Palestiniens ne veut pas accepter, et ni la Jordanie. Et les États-Unis gardent bien de ne pas faire cette catastrophe. La dame est pessimiste, moi aussi. Mais en profondeur de mon pessimisme, je dois pas rêver, pas croire, mais pousser une autre alternative devant mes élèves, devant mes lecteurs. On n'a pas un choix. Je suis plus que pessimiste. Je suis presque fataliste comme vous, madame. Mais réfléchissez combien de temps aux États-Unis on a traité les Noirs comme esclaves. On a traité les Noirs comme non-êtres humains. Aux États-Unis, le premier pays libéral, combien de temps? Et à la fin de compte, quelque chose a changé quand même. Pas parfait, mais quelque chose a changé. Voilà les cartes démographiques que j'ai proposées. C'est-à-dire, c'est pas moi qui a rédigé cette carte. J'ai l'appliqué d'une autre personne. Et vous voyez, les rouges, c'est la population d'origine juive. Les verts, c'est la population d'origine arabe, c'est-à-dire les Palestiniens face aux Israéliens. Vous voyez les cartes? Oui. Nous sommes une dans les autres. On ne peut pas nous séparer. Maintenant, je ne crois pas qu'on pourrait faire demain un État binational avec cette haine mutuelle. Pour la grande partie des Israéliens, les Palestiniens sont non-êtres humains. Et beaucoup de Palestiniens ont aujourd'hui une haine atroce aussi contre tous les Israéliens. Ni l'un ni l'autre peut être justifié parce que la haine amène à rien. Maintenant, à propos des différences entre les deux populations que vous voyez devant vous, on est très loin. Le sionisme prend le peuple juif comme un peuple ethnique qui a d'origine commune il y a 2000 ans. J'ai écrit beaucoup de choses sur cette fantaisie raciste sioniste. Et vous savez que Ben Gvir, le chef de l'extrême droite israélien, était né dans une famille que les langues courantes étaient arabes parce que ses parents étaient des Irakiens d'origine juive qui sont venus d'Irak. Son nom n'était pas Ben Gvir. Le nom de ses parents était un nom arabe. Beaucoup de gens qui votent pour l'extrême droite raciste israélien sont d'origine arabe. Les grands-parents parlaient tous des arabes, avec des versions irakiens, algériens, marocains. Donc, la différence linguisto-culturelle n'est pas tellement grande entre les deux populations là-bas. Mais l'idéologie sioniste distingue les Juifs du reste du monde, comme vous savez bien. Donc, madame, je ne suis pas beaucoup plus optimiste que vous. Une chose je sais, il n'y a pas un choix. Ou mourir, ou vivre ensemble. Voilà. Ou mourir, ou vivre ensemble. Pour le moment, on meurt. Beaucoup plus à Gaza qu'ailleurs, mais on meurt. Voilà. Est-ce que j'ai été clair ou non? Vous avez expliqué, après avoir présenté la tradition disons, dans laquelle qui vous mène à proposer un État binational, vous avez dit très très rapidement que vous n'étiez pas pour un État pour tous ses citoyens. Je crois que du côté palestinien, par contre, il y a beaucoup de Palestiniens, beaucoup de mouvements palestiniens qui, eux,
font cette demande d'un État pour tous ses citoyens. Autrement dit, l'égalité formelle des droits pour tous les habitants sur la terre d'Israël-Palestine. Je ne comprends pas, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi vous ne soutenez pas cette position-là, qui n'est pas du tout contradictoire, bien évidemment, avec l'existence de deux communautés parlant des langues différentes et de leur autonomie culturelle, bien J'ai évidemment. compris. Voilà. Je vais vous répondre. C'est longtemps que beaucoup de Palestiniens soutiennent une idée d'État démocratique de tous ses citoyens. C'est rigolé. Je suis plus réaliste. La différence entre État démocratique et non-envoi n'est pas une garantie de garder les cultures propres de chaque communauté. Par contre, comme Martin Buber a écrit au Magnet sur les autres, un État binational continue à être démocratique, mais garde aussi, avec des lois spéciales, les caractéristiques de chaque communauté, les caractéristiques culturelles nationales. Comme en Belgique, comme au Canada, d'accord? C'est-à-dire, c'est des États démocratiques. Vous êtes d'accord que les Belges, même si, comment dire, vous, comme Français, vous ne considérez pas beaucoup, mais les Belges, les Belges sont démocrates, mais binationales. On garde des caractéristiques d'une façon institutionnelle. Le problème est qu'il y a pas mal de Palestiniens qui sont pour un État commun démocratique, mais ne reconnaissent pas l'identité israélienne. Ne veut pas reconnaître parce que c'est une fruit de colonisation, juste. Mais il ne veut pas, à cause de ça, reconnaître les spécificités israéliennes. Est-ce que vous comprenez ça? Non? Oui. Et moi, je crois que dans mon rêve, ma vision utopique, si vous voulez, pas réaliste, il faut garder des institutions qui gardent des caractéristiques, parce qu'il y a un père profond chez beaucoup d'Israéliens d'origine juive, qu'on veut rayer la culture. Je peux comprendre les Palestiniens qui ne supportent pas l'identité israélienne. Après, qu'est-ce qui s'est passé les 78, 76 ans qui ont passé? Je comprends un point de vue sentimental. Mais ces Palestiniens qui parlent sur un État démocratique et non même voix, qui ne veulent pas reconnaître l'identité israélienne, ont tort. Si un jour, mon rêve va réaliser et il y aura un État pour deux peuples, on garde avec des moyens institutionnels l'identité de chaque groupe. Est-ce que c'est clair ou non? Oui. Pardon? Oui. Oui. Ok, merci. Oui, la grande force de votre position, à mon sens, c'est que vous ouvrez une issue. Et dans la période actuelle, ouvrir une issue est décisif. C'est une issue difficile, compliquée, vous l'avez dit, mais c'est une issue qui tranche avec la guerre, la misère, avec le génocide qui, depuis bon an mal an 1948, crée une situation catastrophique pour les Palestiniens. Donc, ouvrir une issue me paraît extrêmement important. 1948 est décisif. Pour ma part, je me félicite que vous ayez mis l'accent sur cette question-là. 1948, c'est l'expulsion de 800 000 Palestiniens de leurs terres, de leurs maisons. C'est aujourd'hui ce qui fonde leurs revendications, pas simplement d'un retour au pays, un retour dans leur maison, sur leurs terres, mais le rétablissement de l'ensemble des droits démocratiques d'un peuple qui aujourd'hui est exilé. La question que je voulais vous poser est la suivante. Vous parlez d'État binational.
est-ce qu'on ne pourrait pas pousser un petit peu plus la réflexion en indiquant que cet État binational pourrait prendre la forme d'un État laïque intégrant les deux composantes juives et arabes, ce qui donnerait un contour plus précis à cette forme d'État qui, tout en respectant les deux communautés, pourrait, je dirais, correspondre à une situation plus réaliste de la situation. Donc, j'aimerais que vous puissiez apporter votre opinion sur cette question. Un État laïque intégrant les composantes juives et arabes. Pourquoi laïque? Parce que ça exclurait de fait non pas la possibilité pour les habitants de croire en une religion, la laïcité ce n'est pas ça, mais le fait que l'État ne soit pas, contrairement à l'État d'Israël aujourd'hui, un État religieux, et donc un État respectant l'ensemble des opinions et des religions. Merci. Je crois que j'ai répondu à cette question auparavant en disant qu'État démocratique et norme en voie ne reconnaît pas les spécificités des deux communautés et ne garde pas les cultures des deux communautés. C'est la raison que la Belgique n'est pas binationale et aussi la Suisse et aussi le Canada. Un degré d'autonomie de chaque communauté est important au point de vue législatif. C'est la raison que toutes ces idées d'État démocratique en homme en voie, c'est ceux qui ne veulent pas reconnaître l'existence d'un peuple israélien. Vous avez dit juifs et palestiniens. Et où je me trouve moi que je ne considère pas moi comme juif? Je dois être hors de cet État? Je vous demande, j'ai une culture, j'ai une langue, j'ai une histoire, je suis israélien. Donc, dans cet État, on ne reconnaît pas parce que je ne suis pas juif, je ne suis pas palestinien. Je suis plus réaliste. Et je préfère justement certains modèles binationaux à ce modèle démocratique qu'en profondeur, parce que je connais des idées palestiniennes aux États-Unis surtout, qui veulent un État démocratique sans reconnaître l'identité israélienne qui est un fruit de colonisation. Et c'est vrai que c'est un fruit de colonisation, mais c'est un fait existence. Sans assurer les langues hébraïques, les cultures israéliennes, il n'y aura jamais une solution au Proche-Orient. Oui, une solution. Une destruction totale de deux peuples. C'est possible. Une catastrophe totale de deux peuples. C'est possible. Donc, les propositions de binationalité, c'est pour garder l'identité et la culture de chaque communauté. En symbiose, d'ailleurs. Je voulais ajouter quelque chose qui ne va pas vous plaire. Vous avez autorisé les mots génocide. Oui. Moi, je n'autorise pas ce mot. À Gaza, il y a crime de guerre. Israël a tué plus de 40 000 Gazois. Mais ça, c'est un génocide. Il y a 200 000 Palestiniens à Gaza. Est-ce que c'est un génocide? Vous savez, je suis historien. Personne n'a appelé le fait que les Français ont tué un demi-million Algériens dans la guerre d'indépendance. Personne ne l'a pas nommé un génocide. Un demi-million, plus d'ailleurs, il y a une discussion à propos de ça. Les historiens britanniques disent que c'est 7000 Algériens tués par l'armée française et le OAS aussi. Personne n'a pas nommé à cette époque cette guerre comme guerre de génocide. Et même aujourd'hui, personne ne dit pas que c'était une guerre de génocide. Les Américains ont liquidé presque 1 million de Vietnamiens. Personne n'a pas appelé ça génocide. Mais vous insistez qu'à Gaza, il y a un génocide. Non, il y a un massacre. Israël s'en fout de la vie des enfants et des femmes, c'est sûr, mais c'est très loin encore
d'être un génocide. Ça ne veut dire pas que demain, il n'y aura pas. Je ne crois pas qu'on va laisser Israël faire un génocide à Gaza, mais vous savez, avec Trump au pouvoir, c'est jamais. Mais je m'excuse, je ne peux pas joindre toutes les gauches radicales françaises qui n'arrêtent pas de parler sur le génocide. Alors, C'est une tragédie là-bas. C'est des assassinats des populations, oui, mais ce n'est pas un génocide encore. Comme la guerre d'Algérie n'était pas un génocide. Pas seulement à cette époque des années 50, 60, on n'a pas appelé ça suicide. Même aujourd'hui, les historiens n'appellent pas l'assassinat de demi-million Algériens comme génocide. Pourquoi? on a, J'ai averti une chose. que vous entendez chez vous. Ça ne dit pas que demain Israël ne peut pas commettre un génocide. Nouveau. Pour le moment, une grande partie des Israéliens rêvent de transférer et envoyer les Palestiniens ailleurs. Voilà. Pardon. Nouveau. Est-ce que vous entendez là? Oui. De personnes qui sont à distance. C'est Malik Galab. Comment voyez-vous le rôle de la communauté juive internationale hors d'Israël qui soutient profondément la notion d'un État juif au-delà de ses habitants? Cette communauté peut-elle aller dans le sens d'une solution plus juste de l'État binational que vous défendez? Est-ce que vous avez entendu les questions? La dernière partie, si vous pouvez seulement répéter la fin, parce Ouais. qu'au début, j'ai compris pourquoi les communautés juives. Voilà. Cette communauté peut-elle aller dans le sens d'une solution plus juste de l'État binational que vous défendez? Oui, c'est une très bonne question. Je voulais vous dire, je n'utilise pas, c'est-à-dire les communautés dites juives. Ouais, dites juives, parce que beaucoup des Français d'origine juive s'identifient comme juifs sans savoir rien du tout de la culture juive, des passés juifs, l'histoire juive. Ah, ils ont des sangs juifs, ils sont des descendants. Bon, de toute façon, pour vous dire comme ça, malheureusement, et ça c'est très intéressant, qu'à 48, Ben Gurion a compris mieux que les autres que l'existence d'État israélien peut être dépendante toujours au judaïsme mondial. C'est la raison qu'il a choisi immédiatement les camps des États-Unis et d'Europe de l'Est, en sachant que les Juifs américains vont soutenir Israël à cause de leur passé commun. Qu'est-ce que ça, Israël? En grande partie, c'est un produit de l'effet que les Européens ont vomi, leur vomi sur les peuples des Arabes en Palestine. Et vous savez que ce n'est pas seulement Staline qui ne voulait pas, ma famille, retourner en Pologne. Les États-Unis, la France ne voulaient pas accepter à 48 et qu'une juif. Vous savez que jusqu'à 1924, les plus grands des gens d'origine juive qui ont émigré, ont quitté la Russie antisémite, ils voulaient aller aux États-Unis. Jusqu'à 24, il y avait 2 millions de gens d'origine juive qui sont arrivés à la continent américain. Dans cette époque, il y a plusieurs milliers seulement qui sont venus en Palestine. À 24, un sénateur américain raciste a posé une loi de ne pas interdire de non-protestants de venir aux États-Unis. À ce moment-là, il y avait plus en plus de Juifs qui sont arrivés sur la terre de Palestine. Cette communauté juive, grande communauté, forte communauté, riche communauté, ont soutenu Israël à cause des passés communs. Mais il y a plus de gens d'origine juive qui comprennent qu'Israël crée aujourd'hui plus antisémitisme que tout autre facteur. Israël, qui a dû être une solution d'antisémitisme, crée aujourd'hui un nouveau antisémitisme et ça mène beaucoup de gens d'origine juive en États-Unis et en France de soutenir Israël. Mais il y a d'autres courants qui comprennent ça. Ils comprennent que ce concept raciste de sionisme
et l'existence d'Israël sur les épaules des Palestiniens, peut créer plus en plus d'antisémitisme dans le monde entier. On ne sait pas encore les résultats. Mais je crois que je connais personnellement des, des intellectuels d'origine juive aux États-Unis qui deviennent plus en plus critiques en face de la politique sioniste de l'État d'Israël. Ils comprennent qu'un État juif exclusif, comme Hannah Arendt a dit, n'a pas un avenir au Proche-Orient. Et pas seulement qu'elle crée une tragédie terrible pour les Palestiniens, il va créer une tragédie terrible pour les Israéliens d'origine juive au Proche-Orient. Merci. Est-ce que j'ai la parole? Oui, alors, bonsoir Monsieur Sand. Merci beaucoup pour cette conférence qui, moi, me bouleverse parce que vous parlez vraiment avec vos tripes et c'est formidable. Et on aimerait entendre beaucoup plus de gens, et en particulier d'Israéliens, parler comme vous. Et je pense que vous n'êtes pas seul chez vous. Sur la solution que vous proposez de binationalisme, vous vous appuyez sur des exemples occidentaux, à mon avis, donc parler de la Belgique ou parler de la Suisse, où on a affaire à des peuples qui sont séparés géographiquement. En Belgique, les Flamands sont à l'ouest et les Wallons à l'est. À part la région de Bruxelles, il y a très peu de mélange. La carte que vous nous avez montrée de l'État d'Israël montre que la situation est beaucoup plus complexe en Israël. Alors, il y a un État voisin d'Israël qui est le Liban, qui est lui aussi un État, et plus que binational, il est multinational, avec une constitution qui justement permet de reconnaître l'existence des différents peuples avec leurs différentes cultures. Et ça a été proposé pendant très longtemps comme un modèle de cohabitation entre des peuples de religions et de cultures différentes. Et on voit aujourd'hui que c'est un modèle qui est complètement mis à plat par la guerre, par tous les événements qui se produisent. Donc c'est un événement, une solution qui a beaucoup de fragilité pour se maintenir dans la durée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne question. Dommage que c'est vers la fin de notre rencontre. Et le plus important est que c'est une question qui me gêne beaucoup. Vous savez, je ne voulais pas entrer dans l'analyse que je faisais dans plusieurs de mes livres sur les caractéristiques du nationalisme sioniste et le nationalisme islamique aujourd'hui. Vous avez raison que je donnais des exemples de binationalité des États qui sont devenus parallèlement à la binationalisme des États démocratiques libéraux. Par contre, pas seulement dans le monde non européen, à l'Europe de l'Est, les ethnisations des groupes humains a fait qu'on a eu les guerres, des post-guerres de Yougoslavie. Ce concept d'ethnie qui est complètement imaginable, qui a détruit des États en Europe de l'Est, des Slovaques avec les Tchèques et en Yougoslavie elle-même. Et vous avez raison avec les Libans. Et vous avez, avec les Libans, c'est un rapport avec la synthèse que j'ai parlé entre religion et nationalisme. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Liban, c'est aussi en Inde. C'est la raison que je ne suis pas très optimiste, je suis très pessimiste. À cause de ce développement dans le monde postcolonial, avec l'islamisme qui est devenu fort en Liban et aussi à Gaza. Vous savez, le programme de Hamas est clair.
Il ne reconnaît pas mon existence israélienne. J'ai pu comprendre avec toute cette oppression sioniste, mais ce n'est pas justifiable. Hamas ne peut pas gagner comme les talibans. Et même les talibans ne vont pas résoudre les problèmes en Afghanistan. D'ailleurs, j'ai toujours comparé les Hamas à talibans et pas Al-Qaïda et nous, à Al-Qaïda ou à Daesh. En français, c'est Daesh, oui. Je n'ai pas comparé parce que c'est un mouvement populaire, nationaliste, islamiste. Mais en Liban, justement, cet islamisme détruit toute possibilité d'une vie commune dans le futur. Le concept de base de détermination nationale doit être sur les bases civiques, pas religieuses, pas ethniques, civiques. Donc vous allez dire, mais on est loin aujourd'hui. Oui, monsieur, on est loin. Ni ami, on est loin de ça. On est en très mauvaise situation. Je ne peux pas terminer mes propos avec une vision optimiste. Je ne veux pas être brutal, mais je suis aujourd'hui plus pessimiste qu'optimiste. Même que toute ma vie, je voulais changer pour le bien le monde. Vous savez, le recul de la gauche, partout, c'est une partie de recul de l'universalisme. Nous devons se confronter à ce facteur, pas seulement au Proche-Orient, aussi en France. Donc, je n'ai pas une question claire. Oui, c'est l'islamisme, exactement comme l'ethnicisme à l'Europe de l'Est, est catastrophique, comme le sionisme aussi. Les trois sont une partie de quelques composants anti-universalistes en profondeur. Nous avons identifié encore 3 questions. Oui, donc en vitesse, oui. Et après, je pense que nous passons. Oui, oui, je vous attends, mais pas vite, s'il te plaît. Alors, je vais poser une question dont la formulation va volontairement être un peu vague parce que je connais très mal le détail de l'histoire de la région, mais la chose a quand même été évoquée 2 fois. On a parlé des événements électoraux récents aux États-Unis et il y a également eu des incidents diplomatiques particulièrement graves qui impliquent les casques bleus de l'ONU. De fait, comment vous envisagez-vous l'utopie que vous tracez de quelques traits de crayon d'un point de vue légaliste, si on peut le dire comme ça, en tout cas par le truchement du droit international, vis-à-vis des possibilités politiques qui pourraient advenir par les mouvements populaires et par leur représentation politique. Je n'ai pas compris la fin. Par quoi? Ce que je veux dire par là, c'est les mouvements nationalistes qui sont présents au Moyen-Orient et pas que, mais également notamment, je pense notamment à la diaspora américaine, la diaspora présente aux USA. Ne parlez pas vite, s'il vous plaît. Je suis un peu fatigué. Donc, lentement, s'il vous plaît, pour que je puisse répondre. Et je m'excuse. Quelles seraient les possibilités les plus efficaces on va dire, du droit international, compte tenu notamment de l'élection de Trump aux États-Unis? Et de l'autre côté, est-ce qu'il y a aussi des possibilités qui pourraient être efficaces par le biais de mouvements populaires et en particulier de représentations politiques plus celles nationalistes, avec des composantes, comme vous l'avez dit, aussi de nature religieuse. Je n'ai pas compris clairement. Je m'excuse, je ne peux pas répondre. Peut-être que je suis trop fatigué, mais je m'excuse. Vous m'excusez, oui? Oui, tout à fait.
Est-ce que d'autres personnes veulent... Ah oui, on m'a entendu. Je ne vais pas intervenir là-dessus, mais quand même, ce que vous dites sur la question du génocide, ce n'est pas le nombre de morts qui caractérise un génocide. Sur le plan international, il y en a une définition qui est assez claire, et je vous invite à la regarder de petite fois, je ne vais pas le développer. Mais ce n'est pas le nombre de morts, c'est la volonté qu'il y a d'extermination. Et ça, je crois que affamer une population, etc., ça en fait partie. C'est une des définitions des tentatives génocidaires. Ce n'est pas un génocide accompli, mais l'intention génocidaire, je crois qu'elle est indéniable aujourd'hui dans ce qui se passe à Gaza. Moi, ce que je voulais dire, qui me paraît... Oui, ouais, alors, non, ce qui me paraît intéressant, c'est que vous faites effectivement partir le problème de 48, et je crois que de ce point de vue-là, c'est important, et de même qu'il est important de reconnaître la Nakba, ça va de pair avec la reconnaissance du droit au retour, parce que c'est ce qui unifie les Palestiniens, indépendamment des statuts multiples et variés qu'ils ont. Alors, moi, ce que l'État binational, moi, je suis d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on est obligé de reconnaître une identité israélienne à côté de l'identité palestinienne. Mais après, la vraie question, c'est sur quelle base d'égalité des droits des uns et des autres. Et là, quand même, ce que vous avez dit me paraît un peu inquiétant, parce que vous dites, on ne fera pas partir les colons, mais il y a des terres dont ils n'ont pas vu jusqu'à présent, sur lesquelles on peut installer les Palestiniens. Ça veut dire que quelque part, il y a deux poids, deux mesures, y compris dans votre conception de l'État binational. Bon, j'espère que je n'ai pas bien compris ou que j'ai mal compris. Mais en tout cas, ça m'a un peu choqué. Je vais répondre très court parce que ça devient un peu tard. Non, je ne suis pas d'accord que pour le moment, il y a un génocide à Gaza. Non, je ne crois pas que les pouvoirs israéliens et le peuple israélien veulent liquider physiquement le peuple palestinien. Ils ne font pas à Gaza, ils ne font pas en Cisjordanie. Oui, c'est vrai qu'il y a une volonté de se débarrasser en transfert. Ce n'est pas nouveau. Israël peut faire un génocide à Gaza si les Américains voulaient laisser. Mais pour le moment, sauf une dingue d'extrême droite, personne n'a pas parlé sur le génocide. Donc c'est l'attention, vous savez, l'attention de tous les Israéliens de génocider les Palestiniens. Vous savez mieux que moi et toutes les autres. Je m'excuse pour le moment, mais Israël peut commettre. Ça ne veut dire pas que l'Israélien d'origine juive ne peut pas commettre un génocide. Vous savez qu'après le 7 octobre, autour de moi, à Tel Aviv, tout le monde a parlé sur un génocide, un pogrom, la suite des Shoah. On a cassé mes oreilles avec les Shoah à 7 octobre, dans la même logique que vous maintenant exprimez. On a tué 1200. Et en Israël, on savait qu'il veut tuer tous les Israéliens, tous les Juifs en plus. C'était l'idée autour de moi. On répétait Shoah, Shoah, Shoah. Et à l'inverse, vous, et les gauchistes comme vous, répètent génocide, génocide, génocide. Le jour que vous commencez à me dire que les Français ont génocidé les Algériens, je vais ouvrir mes oreilles une fois de plus. 2 millions d'Arabes et Berbères, la France a assassiné. La commis des crimes de guerre. Mais il n'y avait pas une notion de génocide. Est-ce que une dernière question? Oui, je vais poser une question rapide. Dernière question.
On parle beaucoup de l'embargo sur les armes, mais on ne parle pas d'embargo sur le flux. Est-ce que l'on saurait avoir Sur le quoi? sur le carburant? Il y a bien un carburant qui Vous avez raison. Chine de guerre. Vous avez raison. Tous les problèmes, on ne fait pas grand-chose pour l'embargo. Il faut faire un embargo. Et le plus important, il faut faire tout l'effort de cesser la guerre en Gaza pour sauver des enfants, des civils. Il faut faire tout l'effort politique pour arrêter la guerre à Gaza. Pourquoi il n'y a pas d'embargo sur le carburant? Ce serait une solution. Demande à Macron. Non, c'est important. Toutes les armes, presque toutes les armes en Israël viennent de l'Occident. Surtout des Américains, mais aussi des Français. Donc, s'il y aura une lutte politique effective en France, il est double. Faire toutes les pressions pour arrêter la guerre et toutes les pressions pour faire un vrai embargo. Non. L'importation des armes en Israël. Je m'excuse que beaucoup de monde ne soit pas d'accord avec moi, mais tant pis. Merci. Merci, Shlomo Sand. Merci à vous. Merci pour le temps que vous nous avez consacré, pour l'énergie que vous nous avez consacrée. Merci beaucoup.